Salut à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne Basket et sur Rivers. On est avec Shai. Shai avait, je sais pas, 1 milliard, 3 milliards de matchs à peu près. Au programme la nuit dernière, la NBA nous a gâtés et il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on va essayer de parler un peu de tout ça. Je te propose qu'on commence avec le choc de la conférence Ouest, celui Ouais. qui opposait les Timberwolves au Thunder. C'était un match entre deux équipes qui étaient premières à égalité. Elles avaient le même bilan avant cette confrontation. Et victoire de Minnesota, victoire convaincante, intéressante de Minnesota, 107-101, avec Anthony Edwards qui termine meilleur marqueur des siens avec 27 points, 21 points, 10 rebonds, 6 passes pour Karl Anthony Towns et un très bon Rudy Gobert, 12 points, 6 sur 6 au tir et 18 rebonds. J'aime vraiment bien ces affiches Minnesota OKC cette année là. C'était déjà le Mm. quatrième, je crois qu'ils sont à 2-2. Et c'est pas toujours le cas, hein, mais il y a vraiment une belle intensité de type playoff. T'as l'impression que c'est un petit avant-goût, t'as envie qu'ils se retrouvent après. Il n'y a pas vraiment de contentieux entre les équipes, mais il y a vraiment une rivalité sportive sur la saison que je trouve très intéressante. Là, tu as un match avec 24 changements de leadership au tableau d'affichage. Voilà, comme je disais, une belle intensité. Et au final, là, c'est Minnesota qui gagne et ça fait 2 partout. Mais ils ont quand même dû essuyer un gros match de Shai Gilgeous-Alexander, 37 Oui, points, 37 points. Ouais. 37 points, 10 sur 18, Jalen Williams 20 points. Et la petite relative déception, mais il a un peu de mal en ce moment. Chet Holmgren il a un tout petit rookie wall là. Au niveau offensif, j'ai l'impression, il met que 4 points là aujourd'hui. Euh, J'allais y venir. voilà, J'ai- je me doutais que tu allais y venir, mais voilà, globalement, avant de parler de lui, juste le simple fait de savourer une affiche qui est vraiment cool. Et on aurait dit en début de saison, tous les Minnesota OKC cette année, ça va quasiment être la référence à l'Ouest. Ça va être le match qu'il ne faut pas louper. Pas sûr que j'aurais cru. Ouais, c'est clair, bah, pareil, moi pareil, hein. C'est assez surprenant comme affiche, mais au final, c'est une affiche qui, comme tu l'as dit, hein, elle tient ses promesses à chaque fois. Et ouais, Chatham Green, j'allais y venir, j'allais dire, ça se voit qu'il y a un petit coup de fatigue sur ses derniers matchs. Donc 4 points sur celui-là, il était à 9 points, 12 rebonds. Alors 9 points, c'est toujours bien, mais il avait été maladroit aussi contre les Pistons, avec une défaite d'ailleurs pour le coup pour le Thunder. Il avait quand même eu 2 bons matchs avant, 20 et 17 points, mais il y en avait un autre avec 8 points, mais bon, 6 blocs. Enfin, bref, il arrive encore à impacter le jeu, mais effectivement, offensivement, il y a des fois des petites pannes d'adresse, il est un peu moins tranchant. Et là, sur ce match-là, ça s'est senti parce que lui et Dort étaient un peu en dessous. Dort, il fait 0 sur 7. Et voilà, il y a chez Gilgeous-Alexander, Jalen Williams qui tiennent vraiment la baraque au scoring, mais il a manqué peut-être un petit coup. Après, il est face à une grosse défense. Il y a Rudy Gobert, les Timberwolves ont une des meilleures défenses de la ligue. Ça s'explique aussi, mais voilà, sur ce genre de match, c'est le genre de match, surtout en playoff, où lui va devoir continuer au moins à faire aussi bien, si ce n'est à hausser son niveau de jeu, et on l'attend encore un petit peu Bah, sur ça, Holmgren. il était tellement au-dessus de ce à quoi je m'attendais offensivement depuis le début de la saison que forcément, quand c'est un peu inférieur, il y a, bah, c'est pas une déception parce qu'il reste, comme tu le disais, impactant. Mais là, je regardais les stats sur le mois de janvier, là, sur les 16 matchs qu'il a joué en janvier, c'est sa plus faible moyenne au scoring, il a 14,8. Au niveau pourcentage, 51,3, ça reste très très honorable, mais c'est quasiment 4% en dessous de la moyenne du mois précédent. Et partout, en fait, les pourcentages sont inférieurs. Même sur la ligne, il est à 59 alors qu'il était à 78 avant. Bon, voilà, c'est des petits trucs. Si c'est ça le rookie wall, ça va. Et le fait que ce soit pas le joueur déterminant, le franchise player de l'équipe, ça fait que c'est pas du tout problématique. Il a 14-8 en janvier, mais en plus, sur les 10 derniers matchs, il est à 13 et quelques. Donc, en fait, Ouais. on sent que c'est vraiment la baisse récente, quoi. Mais Mm. bon, bientôt, il y aura le break du All-Star Weekend. Il aura des occasions de se reposer un petit peu et de refaire le C'est plein. ça, c'est des joueurs qui n'ont jamais enchaîné autant de matchs, donc c'est déjà très fort qu'il ait cette régularité-là depuis le début de la saison. Ce qui est ironique pour ce qui concerne la course au rookie de l'année, c'est qu'au contraire, Wembanyama, lui, est clairement en train de monter en puissance et ses moyennes, elles les Ouais. augmentent mois après mois. Bon, enfin, voilà pour Holmgren. Pour le Thunder, on a fait le tour. Wembanyama, bah, justement, on peut en parler. Les Ouais. Spurs ont perdu un match franchement évitable. Ils auraient pu clairement aller chercher cette victoire et ça aurait été la troisième de suite pour San Antonio, mais ils se sont inclinés contre Washington, qui est une équipe qui a un bilan pourtant encore inférieur à celui de San Antonio, cette année, il n'y en a pas beaucoup des équipes comme ça. Mais donc, victoire des Wizards 118 à 113, pardon, 118-113, avec un quatrième carton largement à l'avantage de Washington, un 31-20, et surtout un moment, je crois qu'ils passent soit un 7 soit un 9-0. Je ne me souviens Mm. plus exactement, je crois que c'est un 9-0 pour revenir à 107 partout, et après, ils prennent l'avantage, et les Spurs n'ont pas du tout su répondre à ce run des Wizards, malgré 22 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 contres pour Wembanyama.
Ouais, et les Spurs ont eu 14 points d'avance à un moment dans le match. C'est un Ouais. peu aussi l'histoire de leur saison, le gâchis de ces avances assez nettes. Bon, on sait qu'aujourd'hui, 14 points en NBA, c'est rien, ça se rattrape très vite, mais Victor, il était quand même bien affecté après le match, hein. On le voit, enfin, Benjamin le raconte dans son article que vous pouvez retrouver sur Basket Session, comme après chaque match des Spurs. Il était quand même sacrément affecté. Il l'a même décrit comme au bord des larmes. Alors, je le laisse libre de cette interprétation, mais il était effectivement affecté parce que je pense que c'est des défaites il commençait à reprendre un peu espoir avec les derniers matchs en se disant, ah, on va peut-être quand même commencer à enchaîner les victoires, ça va être cool. Là, tu perds contre les Wizards dans ces circonstances-là, voilà, je pense que c'est ça qui l'a affecté et ça montre aussi, encore une fois, tous les progrès qu'ils ont à faire collectivement. Lui, il fait un match, c'est un match à la Wembanyama, Ouais, à la hauteur de ses standards, on va dire. 22 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 contre. Pas une énorme adresse, hein, je sais plus si tu as les stats d'adresse. 9 sur 19. C'est juste que par contre, il n'a pas mis un seul tir à 3.0 sur 4. Voilà. Et puis bon, un peu comme les autres, à la fin, voilà, il n'y a, pas de Ouais, solution, quoi. c'est ça. À contrario, Bilal Koulibaly a été bien. Enfin, pas à contrario de Wembanyama, à contrario des Spurs sur la fin de match, mais Bilal fait 13 points à 5 sur 6 et il a le meilleur plus-minus du match avec plus 13 contre son ami Wembanyama. Ouais, il a eu de l'impact sur la victoire, clairement. Allez, on enchaîne. Je propose qu'on enchaîne parce qu'il y a vraiment un paquet de Il y a matchs. beaucoup de matchs, ouais. On peut passer à une équipe qui est en grande, grande forme, c'est les Knicks. 7e victoire de suite pour New York. Alors, ils ont battu les Hornets 113-92, mais donc pas Julius Randle qui s'est fait mal à l'épaule, même si apparemment ce ne sera pas une blessure trop grave. Il n'y avait pas OG Anunoby avec qui ça marche incroyablement bien depuis son arrivée. Et malgré ça, voilà, ils ont battu les Hornets sans trop forcer, avec un excellent Jalen Brunson, auteur de 32 points et 28 points pour Dante DiVincenzo. Même s'il a été un peu maladroit, il a quand même allé chercher ses 28 points. Ouais, Jalen Brunson excellent, c'est un pléonasme cette saison. C'est vraiment le patron de l'équipe. On le voit même sans Randle, même sans Anunoby. Tu te dis qu'ils peuvent se mettre en difficulté. Bon, les Hornets n'avaient pas la mélo, hein, donc non plus, donc ça limitait le Ouais. risque. Mais Pas Brunson, Gordon Hayward. ouais. Il manquait pas mal de monde pour Mais bon, on a chercher. vu cette saison qu'il y a des équipes qui arrivaient. Enfin, quand tu vois les Pistons qui battent OKC sans Cunningham, par exemple, bon, faut rester méfiant. Et les Knicks, c'est cette équipe-là, en fait. C'est ce qui fait qu'ils sont dangereux, c'est ils ont quand même rarement des énormes coups de mou. C'est une équipe qui joue, qui joue crânement sa chance à chaque match et qui n'a pas trop de baisse de sérieux et de tension, quoi. Et voilà, contre une équipe comme les Hornets, où on a vu Frank Ntilikina, encore une fois, là, qui a joué 11 minutes sans impacter. Mais les Knicks continuent leur série, 7 de suite. Voilà, juste du côté des Hornets, j'ai envie de souligner les 29 points de Brandon Miller. Alors, il avait eu 2 matchs un peu délicats juste avant, mais ça fait quand même sur les 5 derniers matchs, ça fait 3 fois où il atteint au moins la barre des 20 points, souvent en étant très adroit, hein. Là, pour le coup, il fait 11 sur 19 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Il y a quelque chose qui se développe chez Miller. Il faudrait voir dans un autre contexte, évidemment, il est dans une Ouais. équipe faible, mais je pense que c'est au moins un petit rayon de soleil, ou un petit signe encourageant dans la saison des Hornets qui est assez déprimante, Non, ils il est sont bon, avant-derniers. tu as raison, il est bon. On voit des choses en tout cas. On attend un autre contexte, mais on voit des choses. Moi, j'étais plutôt sceptique et je trouve effectivement, il a un beau bagage de basketteur, quoi. Alors, 7 victoires de suite pour les Knicks et 7 défaites de suite pour le Heat. C'était jamais arrivé sous l'ère Eric Spoelstra, c'était plus arrivé depuis 2007. Miami qui s'est incliné contre Phoenix 118-105, c'était à Miami encore une fois. Miami qui ne trouve pas de solution depuis. Au final, il y a un entêtement à faire jouer Terry Rozier, Tyler Hero et Jimmy Butler ensemble. Ouais. Du coup, Duncan Robinson ne joue plus du tout, alors qu'il était très intéressant dans la série de victoires. Et évidemment, il y a l'absence de Rémi Raquez qui fait mal. Mais voilà, Miami est sur une très mauvaise passe. Ouais, Eric Spoelstra pointe le niveau d'effort. Bon, ça, forcément, ça passe pas à Miami. Genre, Rémi Raquez qui était de retour. Pardon, je dis une bêtise, mais ouais, Rémi ouais. Raquez, il a fait son retour cette nuit. Ouais, mais dans cette culture du 8, il y a quand même la notion d'effort, d'énergie, de défense dure. Et là, pour l'instant, c'est des valeurs qu'ils ont du mal à retrouver. Alors, c'est peut-être lié à la formule qu'ils essaient de mettre en place. Terry Rozier, bon, voilà, il met 21 points cette nuit, mais c'est pas, voilà, la dynamique n'est pas très bonne avec les autres. C'est pas encore ça. Le fait que ce soit Eric Spoelstra le coach, que ce soit Miami, me fait peut-être être pas assez inquiet et je me dis, bon, il va finir par trouver un truc, c'est pas grave. De toute façon, eux qui soient troisième à l'Est ou, ou huitième, j'ai l'impression. Ah, mais là, c'est pas bon pour eux d'être 8e. Non, bien sûr. Tu peux pas passer par le play-in. Tu joues Boston ou même Milwaukee, c'est quand même.
Alors je suis Enfin, d'accord. tu vois, tu peux Bien pas sûr, toujours, c'est juste qu'il y a des équipes, j'aurais tiré la sonnette d'alarme, j'aurais dit: «C'est catastrophique, c'est mort, leur saison, elle va partir en cacahuète». S'il y a une équipe sur laquelle je me dis qu'elle peut, notamment grâce à son coach, trouver, la manière de remonter la pente, c'est quand même Miami. Mais oui, on va le dire, c'est assez inquiétant. 7 défaites de suite, tu le disais, c'est jamais arrivé, depuis qu'Eric Spoelstra est coach, donc c'est que c'est pas anodin non plus, j'en et conviens. là, pour le coup, ouais, on verra ce que ça donne dans les prochains jours, parce qu'avec le retour de Raquez, il y a pas d'absent. C'est Ouais, l'effectif. Après, par contre, les déboires, pousseront peut-être le Heat à faire un move, mais là, par exemple, Tyler Herro sur ses derniers matchs, bah, il est très maladroit. 27 contre les Suns, 38 contre les Knicks. Il y a un souci de compatibilité, je trouve, dans ce backcourt Rosier-Herro, ouais. sachant Non, qu'en clairement. plus autour, tu as ouais, bon, je pense qu'il y a quelque chose à changer dans la rotation. De toute façon, on verra. Spoelstra connaît mieux le basket que moi, ça, j'en doute pas, mais je peux pas me dire que juste faut pas s'inquiéter quand même. C'est une équipe qui perd du terrain. Et Ouais. je pense que si elle est dans le top 6, si elle est sixième, je dirais qu'elle peut peut-être même taper Philadelphie et j'en suis pas sûr. J'ai l'impression que quand même les Mmh. 3 premiers à l'Est, faut aller les chercher, hein. C'est quand même Ah 3 ouais, vraies grosses équipes. Donc tu as intérêt quand même à finir dans le top 5. Et là, il y a un vrai écart. Miami, même en finissant très fort, pourra pas ouais, finir devant New York. tu raison. L'écart, il est trop grand. New York a validé sa quatrième place. Alors après, oui, c'est une équipe, qui est capable, mais il y a en tout cas, en ce moment, on est sur une vraie mauvaise pente. Après, pareil, le All-Star Weekend, des fois, ça permet de faire un break, de repenser les choses, etc., et de repartir et de finir fort. Et c'est ce que font les meilleures équipes de toute façon. Mais ouais, mais là où tu raison, c'est que là, je regarde le classement, en direct. Je regarde rarement le classement en saison régulière. Enfin, je le regarde de temps en temps, évidemment, quand même, parce que sinon, il faut quand même avoir une idée du truc. Mais c'est vrai qu'ils ont 3 victoires déjà de retard sur Indiana, qui jouait sans Haliburton. Donc on peut se dire qu'Indiana va quand même à un moment, retrouver. Enfin, là, ils sont sur 3 victoires de suite, mais donc ils sont pas forcément à leur pleine puissance. Trois victoires de retard sur le sixième déjà, et plus de 6 et ouais, et 6 au game breaker sur Cleveland. Donc ouais, t'as raison, c'est peut-être un peu plus inquiétant que ce que je me Et disais au niveau du regarde, ils classement. sont plus proches de la 11e place que de la Ouais, 5e. ouais, ouais, non, clairement. Mais c'est ça, c'est de l'aveuglement lié au crédit qu'ils ont acquis avec leurs espèces de remontées folles. Voilà. Mais bon, t'as raison, la logique veut qu'on s'inquiète quand même un peu pour Miami. Je pense qu'il faut remettre Raquez dans le 5 à la place Ouais, de Haywood Smith et il faut sortir aussi Terry Rozier, peut-être même pour Duncan Robinson. Après voilà, je suis peut-être un peu, je suis pas tout à fait impartial sur Raquez et Robinson. J'aime beaucoup les 2, mais bon après à voir. On verra quel sera l'ajustement. En tout cas, pour l'instant, ça marche pas très bien et pour le coup, en face, du côté des Suns, il y a pas eu un carton d'un Booker, d'un Durant ou d'un non. Bill. C'est vraiment la différence est presque venue du banc. Il y a 23 points d'Eric Gordon. Enfin bon, pour Miami. On enchaîne avec une équipe qui était sur 5 victoires de suite, mais série stoppée, et c'est justement un concurrent de Miami qui a stoppé cette série. C'est Cleveland. Cleveland qui a battu Los Angeles, qui a battu les Clippers. Victoire des Cavaliers 118-108. C'était le retour d'Evan Mobley, Ouais. notamment. 18 matchs d'absence, 14 victoires de Cleveland, quand même. Très, très fort. Sachant que Garland ne devrait pas tarder à revenir. Mobley, il a joué 21 minutes, il a mis 10 points avec 9 rebonds. Il y a 28 points, 12 passes de Donovan Mitchell, 20 points, 17 rebonds de Jarrett Allen. Et encore une victoire convaincante des Cavs. Assez impressionnant, eux aussi. 10e victoire en 11 matchs depuis le 3 janvier. Et avec la série, le bilan que tu as donné sur l'absence de Mobley et Garland, qui ont été absents quasiment en même temps, c'est assez Ouais, c'est impressionnant. sans Mobley et Garland, pardon, les C'est 18. mais ouais, c'est quand même impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, je sais que Bickerstaff, il est parfois critiqué sur, différentes choses, notamment sur le 1er tour de play-off de l'année dernière, mais je pense quand même qu'il faut reconnaître que c'est impressionnant. Mitchell et Jarrett Allen, on parle pas beaucoup de Jarrett Allen, mais il fait un taf, 20 points, 17 rebonds, 15e double-double consécutif, et ils sont, franchement, il faut leur tirer notre chapeau, parce qu'avec, enfin, c'est pas anodin, Mobley et Garland absents, là, Mobley revient, donc ça va être, là aussi intéressant de voir comment ils vont réintégrer petit à petit, ceux qui sont 2 des tout meilleurs joueurs de l'équipe, et qui ont été très importants, la saison dernière. Allez, on continue. Victoire des Nets contre le Jazz. C'était pas le match le plus intéressant sur l'affiche, mais donc victoire 147-114. Ce qui était intéressant, j'aurais même pu en parler avant, c'est le retour de Ben Simmons. Ouais, Ben Simmons qui a rejoué première fois depuis le 6 novembre, 38 matchs d'absence. Et pour son retour, il a semblé plus en forme que jamais. C'est ça qui est dingue. Il a joué que 18 minutes, son temps de jeu est limité. Mais 10 points, 5 sur 5 au tir, 8 rebonds, 11 passes. En gros, tu lui laissais 5 minutes de plus, il finissait en triple-double. ouais, Et ouais, il avait l'air en pleine confiance, en pleine forme, et ça fait très plaisir. Et les Nets, du coup, peuvent plus ou moins se relancer dans la course au play-in. ouais, et plus 27, Oui, alors plus bon, c'est 27, bon, tu as raison. c'était une victoire, un match à sens unique, hein, mais
Je crois que c'est le plus gros total de points de l'histoire des Brooklyn Nets sans prolongation. C'est leur plus gros total de points dans ce contexte-là. Et ouais, Ben Simmons, ça fait plaisir. 3 mois sans le voir. On a malheureusement pris l'habitude de le voir plus en dehors des terrains que dessus. Alors, quand on était au match à Paris, il était là, il s'est chauffé un peu. Il n'avait pas l'air d'être particulièrement handicapé. Donc, c'est bien qu'il soit revenu aussitôt. Et ça peut effectivement changer peut-être la dynamique des Nets, parce que quand il est là, ça change le rythme. C'est ce qu'il expliquait après le match. Il disait je suis en mode contre-attaque automatique. Enfin, tout de suite, je suis une pousse le rythme. contre-attaque à moi tout seul, quoi. C'est ça. Il y a James Harden qui disait je suis le système. Lui, c'est je suis la contre-attaque. Voilà. Allez, je continue. Boston a battu New Orleans 118-112. Gros quatrième carton clutch de la part des Celtics et notamment de Jason Tatum. Ouais. Tatum, il finit à 28 points. Il en met 12 dans le quatrième carton. Il prend 10 rebonds, 8 passes, 20 points pour Holiday, 22 points pour Brown, qui a aussi pris 11 rebonds avec 7 passes. Il n'y avait pas Porzingis, mais donc victoire des Celtics qui se reprennent. Ils restaient sur 2 défaites de suite à domicile. Ils ne sont pas passés loin de la 3e de suite, mais Tatum s'est activé pour inverser la tendance contre les Pelicans. Ouais, ça, New Orleans qui avait bien commencé le match. Je crois qu'ils avaient 17 points d'avance en première mi-temps. Exactement. C'est ça, voilà. Et comme tu l'as dit, le quatrième bien géré par Tatum notamment, pour des Celtics sans Porzingis. Et voilà, pas grand-chose de plus à dire sur celui-là, si ce n'est que New Orleans a un peu de mal aussi à garder les avantages cette saison. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai pas les stats, mais souvent je les vois se mettre en galère. Bon là, c'est Boston, c'est pas dramatique, c'est à Boston, mais c'était un soir où il semblait prenable, Boston. Alors, il y a une victoire des Rockets sur les Lakers. J'ai pas vu une image de ce match d'ailleurs, je tiens à le dire tout de suite. Mais donc les Rockets ont gagné 135-119 avec un très gros duo. Je vais donner les stats du coup, enfin de toute façon, ce que je faisais déjà. Mais Alperen Sengun, 31 points, 12 rebonds, 7 passes. 34 points, 12 rebonds, 7 passes pour Jalen Green. Donc apparemment, les deux jeunes ont vraiment bien tourné. Les deux ont été à droit. 18 points de Jabari Smith. Et donc victoire contre les Lakers malgré 23 points de Davis, 23 points de James et 23 points de Russell. Ouais, Jalen Green, je suis l'un de ses plus gros doubters, on va dire, depuis. Mais là, il a été excellent. C'est là qu'on voit tout son potentiel offensif. Il est facile, il est fluide. Quand en plus il y a du playmaking et de l'activité, ça se traduit par des rebonds, des passes. Et Alperen Sengun, fidèle à lui-même, que j'adore quasiment de plus en plus. Pareil, je l'ai entendu chez JJ Redick l'autre jour, il était invité. C'est un gars intéressant et plutôt cool, j'aime bien. Donc là, Jalen Green, voilà, j'ai rien à dire. Il n'a pas l'air sur une mauvaise période, Jalen Green. Ça fait quelques matchs là où ses stats sont en hausse, j'ai le sentiment, j'ai l'impression. Ouais, et là, bon, il n'y a pas vraiment eu de match. Les Lakers, je pense qu'ils m'ont semblé fatigués après la double prolongation de l'autre jour là. J'ai pas senti beaucoup d'énergie et de volonté de se faire très mal. C'était compliqué pour eux cette nuit. En tout cas, victoire importante pour Houston, qui est toujours dans la course au play-in. Autre match, allez, autre carton. Ah mais attends, j'ai même pas parlé de la première de Doc Rivers. J'ai pas du tout hiérarchisé ce CQFR, mais il s'est passé. Et c'était une nuit chargée en NBA. Il y a plein de trucs, ouais. Il y avait quand même une affiche Milwaukee-Denver. Je suis désolé d'en parler que maintenant. Victoire des Nuggets 113-107. C'était la toute première de Doc Rivers sur le banc des Bucks. Donc les Nuggets ont accéléré sur la fin. Il y a eu un 8-0, je crois, à la fin. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas pour finir le match, mais c'est pas pour finir le match, mais il y a eu un 8-0 pour vraiment se détacher. 35 points de Jamal Murray, 25 points, 16 rebonds, 12 passes de Nikola Jokic. Voilà, le duo habituel, le duo qui a mené les Denver jusqu'au titre NBA. C'était un beau choc et donc du coup, la première de Doc, elle est gâchée avec une défaite. Ouais, Doc, fidèle à lui-même, très actif, très. On l'a souvent entendu hurler, essayer de replacer de donner ses consignes de manière très très vocale et avec sa voix éraillée. Ce passage dont tu parles, le 8-0, pour moi, c'est Jamal Murray qui met l'étincelle et qui fait basculer vraiment le match pour les Nuggets. Sur la fin, finalement, Milwaukee revient pas mal et puis il y a ce contre d'Aaron Gordon sur Damian Lillard à 25 secondes de la fin. Ouais. Voilà, et Denver mérite sa victoire, mais c'est quand même pas simple. Ton premier match, tu joues contre les Nuggets. Les Nuggets à Denver. C'est quand même compliqué, mais bon, on va lui laisser un peu de temps au Doc. Hein. On ne manquera pas de le critiquer si c'est mérité, mais là, bon, pour l'instant, sur ce match-là, c'est peut-être pas le moment le plus approprié. Giannis finit avec 29 points, 12 rebonds. Voilà, et puis Jokic en triple-double, comme tu l'as dit. Moi, j'attends un peu les autres matchs pour voir vraiment des changements, parce que dans le podcast qu'on a fait hier, on l'a évoqué, c'est l'impact d'un changement de coach à ce moment-là de la saison, avec
l'historique de cette équipe, en tout cas de ces cadres, c'est pas facile à entrevoir qu'est-ce qu'il va vraiment pouvoir amener à part éventuellement le charisme et le fait de gueuler ses consignes sur le côté en essayant de booster tout le monde, mais c'est pas simple. J'ai envie de voir ce que ça donne concrètement comme changement dans le jeu, et c'est pas sur ce match-là qu'on pouvait vraiment le voir, je pense. Ouais, il faudra attendre sur la durée. Il faut quand même qu'il ait quelques entraînements, peut-être Ouais. pendant le break du All-Star Game, mais encore, les joueurs sont en vacances. Enfin Mm. bon, on verra effectivement d'ici plusieurs semaines, mais la mission, ça me semble compliqué de pouvoir vraiment installer une patte en l'espace de quelques semaines. Bon, on verra. De toute façon, il y a Giannis Lillard, ça va tourner surtout autour des superstars. Oui. Allez, autre match, la victoire de Dallas contre Orlando, 131-129, avec un duo de feu. C'était celui entre Luka Doncic et Tim Hardaway Jr. 45 points, 15 passes pour Doncic et 36 points pour Hardaway. À eux deux, ils ont mis 57 des 70 points Ouais. des Mavericks en deuxième mi-temps, ou 54, je ne sais plus, j'ai lu la stat, et 27 des 35 dans le dernier quart-temps. Ah ouais, non, mais adresse totalement irrationnelle dans le match pour les Mavs. 62%, c'est leur meilleure peur de la saison. Ouais. Contre Magic, une équipe qui est pourtant réputée pour sa défense. exactement, mais là, ça l'a pas fait. Il y a eu un changement, il y a eu un gros passage en défense de zone à un moment qui les a fait, qui leur a permis de faire un run à 31-9. Ça a super bien fonctionné, donc très bon choix tactique à ce moment-là de Jason Kidd. Et ouais, Orlando a pas eu le fighting spirit des derniers matchs, on va dire. Et Luka, 45 points, 15 passes. Tim Hardaway Jr., on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve quand Il même fait qu'il une bonne fait. saison. C'est Une pas, très bonne c'est saison. sa meilleure saison en carrière, là, non? Parce que. Alors, En termes de scoring, je ne sais plus exactement, je regarde en direct, mais sur l'impression, et j'ai l'impression de le voir faire plus de cartons que les années précédentes. Alors, oui, je pense qu'il fait une des meilleures saisons de sa carrière. Je ne sais pas si c'est la meilleure saison de sa carrière au Au scoring. scoring, c'est. Alors, il avait scoré un peu plus à New York, mais c'est la saison où Mais il il n'y a pas avait été autant de joueurs tradé. autour, quoi. Voilà, et c'est surtout que c'était sur une moitié de saison où il était à 19 points de moyenne. Mais là, même au niveau de l'adresse et tout, il est dans des gros standards. Et sur les matchs où Kyrie n'est pas là, il est quand même, c'est une bonne deuxième option derrière Luka. Ouais, donc je valide. Je trouve aussi qu'il fait une saison assez intéressante. Alors, quel match j'ai pu oublier? Il y avait Sacramento-Memphis. Bon, c'est pas le plus intéressant. Victoire des Kings 103-94. Par contre, il y a eu 20 points, 26 rebonds et 5 passes de Sabonis à 10 sur 11 au tir. C'est le deuxième joueur de l'histoire. Alors, bon, c'est des stats toujours un peu spéciales, mais à faire au moins 20 points, 25 rebonds, 90% au tir. Il n'y avait que Will Chamberlain qui avait réussi ça avant lui. Ça reste sympa quand tu fais un truc où il y a Chamberlain et toi, tu peux toujours. C'est le truc que tu peux raconter à tes petits-enfants, tu vois, c'est toujours cool. Je vais regarder, attendez, je vais vous dire en direct combien de matchs à 20 rebonds il a fait cette saison pour Porzingis, Sabonis, ouais. Sabonis, parce qu'il doit y en avoir quand même un paquet. C'est une machine à double-double dans tous les cas. Même les soirs où il est pas bien, tu as l'impression qu'il t'apporte cette garantie-là au rebond. À la passe, il est toujours important. C'était déjà le 4e à plus de 20 rebonds. À plus Ouais. de 20 rebonds. Il y en a à 19. Ouais, c'est vraiment une machine. Cela dit, les Kings, ils ont commencé le match de manière catastrophique. 33-18 pour Memphis après le premier quart-temps. Et les Grizzlies qui avaient encore des absents. À chaque match, il y a 2-3 absents. Ils sont obligés de rappeler des mecs de J-League. Enfin, les pauvres, c'est un sketch leur saison, quoi. Allez, dernier match, je pense que là c'est le dernier, c'est celui entre Philly, c'était le dernier de la soirée. Ouais, Portland, ouais. J'ai pas tenu devant, j'ai regardé, j'ai commencé, mais T'as il y rien avait et Philly Portland, victoire de Portland 130-104. Alors, Joel Embiid n'était pas là, Maxey non plus. Je me dis qu'Embiid, il pouvait pas le faire jouer en fait. Après Non, l'avoir c'est fait rater impossible. celui contre les Nuggets, c'était impossible de le faire jouer. Ça faisait trop en mode ah bah ouais, en fait il aurait pu, tu vois. Donc évidemment Embiid n'était pas là et Sachant que d'ailleurs, la NBA va enquêter, elle va bien ouvrir une sûr. petite enquête, donc si tu le fais jouer, c'est genre bon OK, c'est que c'était vraiment qu'il a évité. Puis même pour l'image que tu renvoies, parce qu'il y a pas que la NBA qui va enquêter, il y a aussi les fans qui lui sont tombés dessus, genre ah bah ouais, à chaque fois que tu vas jouer chez Les eux. éditorialistes, il y en a bien plein en fait. Là, il est vraiment critiqué. Là, pour le coup, Mmh. j'ai vu Bill Simmons dire que c'était plus la peine de le comparer à Jokic parce que voilà, j'ai vu Richard, il y avait Richard Jefferson qui avait pété un plomb en direct. J'ai vu quelqu'un, je crois que c'est Windhorst, Brian Windhorst aussi, Ouais. qui a critiqué Embiid. Bon, enfin bref, Embiid, moi, c'est vrai que je pense qu'il y avait aucun moyen qu'il joue ce match contre les Trail Blazers. Mais du coup, il est plus. Enfin, je sais même pas s'il est vraiment encore en course pour le MVP. Hein. Il est à 5 matchs de plus être éligible. Il va rater plus que il va les rater. Il les va 5 rater matchs avant plus la que fin. 5 matchs. Il reste 4 mois de compétition. Je donne les stats d'Ayton, comme promis, 18 points, 6 rebonds, 9 sur 14 de tir et 22 points de Scoot Anderson aussi, 27 points de Jeremy Grant.
Mais ouais, Embiid, bon, c'est compliqué. Ils ont intérêt à faire une très grosse post-saison, hein, parce que les Ouais. 70 points, je crois que Bill Simmons qui dit ouais, je m'en fiche qu'il ait mis 70 points contre Zach Collins. C'est vrai que c'est le genre de truc qui va ressortir si les Sixers n'y passent pas le deuxième tour. Et c'est aujourd'hui, Philly est pas forcément en mesure de se dire on va sûr et certain passer le second tour. Tu vois. Non, non, ils sont pas dans une très bonne. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs, je crois. Et Après, ils jouent. bon, là, ils jouaient sans. Il y a Tyrese Maxey jouait pas non plus. Hein. Non, non, ben non, oui, c'est ça. Donc bon, bah après, ça, théoriquement, tu peux peut-être aussi quand même battre Portland, qui est pas la meilleure équipe de la ligue, mais bon là, ils ont pris cher et c'est la 3e défaite de suite. Donc oui, ils ont pas cette marge-là. On est tous d'accord pour dire que c'est leur saison régulière est bonne. Embiid est très très fort quand il joue. Maxi a la progression, une progression presque inespérée de calibre All-Star. Mais ils n'ont pas de marge de manœuvre en playoff. Ils n'ont pas assez. La force de frappe est pas assez importante pour que tu dises le premier tour, quoi qu'il arrive, c'est tranquille, même s'ils finissent 3e. Donc ouais, il faut faire attention à ça. Yes, ça sera une équipe probablement très active sur le marché des transferts. D'ailleurs, la deadline est fixée au 8 février. On va se laisser là pour CQFR qui a été déjà assez long. Il s'est passé beaucoup de choses et je suis sûr qu'on a oublié des choses pour le coup. Mais on se retrouvera de toute façon aussi demain pour un nouveau CQFR et ce soir, Late Session. N'oubliez pas aussi, vous pouvez retrouver le podcast d'hier avec Fred Young, et avec Théo, avec Shai en mon absence. Mais c'était quand même un sujet très intéressant. Voilà, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure, Shai, sur les coachs et notamment qu'est-ce que ça pouvait apporter un changement de coaching en plein cours de saison. Vous verrez, Voilà. j'ai pu questionner les 2 coachs qui étaient avec moi sur leur ressenti et leur vécu en tant que coach parce qu'on a centré sur le fait de changer de coach en cours de saison, de ce que ça impliquait et on a dérivé un peu sur le coaching, leurs expériences personnelles et moi, voilà, en tant que spectateur non coach, j'ai beaucoup aimé ça, je pense que ça vous plaira. Ben, en tant que tout nouveau coach, C'est d'enfants, vrai, tu es je vais oui. je je vais écouter ça avec intérêt et je vous invite à faire de même. On dit on Allez, dit bonne journée. Ouais. on dit coach en allemand aussi, pour, comment c'est quoi ton titre en Ah allemand? oui, on On m'appelle m'appelle pas. Antoine, hein, il m'appelle Antoine, c'est déjà une victoire. On m'a demandé comment dire donc balle en allemand, ça se dit balle, OK? Et on m'a OK. demandé comment dire balle en français. Bah, j'ai dit: «Bah, balle». Voilà. C'était mon premier exploit de coach. Les aventures linguistiques d'Antoine Et bah, Pumer en écoutez, Allemagne, pour voilà, plus d'aventures, regardez la Late Session ce soir, on pourra en parler si vous absolument. voulez. Allez, 23h sur Twitch d'ailleurs, je vous donne le rendez-vous. Vous pouvez toujours envoyer vos questions d'ailleurs pour le CQFR de samedi, C'est cqfr.rivers@gmail.com. ça. Écoutez, bonne journée à tous. Bonne Ciao, journée. ciao. Ciao.